Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Massalia, etc. Cette vidéo portera sur la Canebière. Comment penser à Marseille sans y associer la Canebière, cette fameuse avenue de la ville? Une petite anecdote comme ça en passant. Lorsque j'étais petite, je confondais la Canebière et la Bavière, certainement à cause de la sonorité de ces deux mots. Je m'imaginais donc que des femmes blondes avec deux tresses et en salopette tyrolienne se baladant à Marseille. Une image plutôt étrange, je sais. Bref, la Canebière. Tout le monde presque en a entendu parler. Mais est-ce que vous savez d'où vient le nom Canebière? Non, pas d'une association entre la canne à sucre et la bière. Ce nom trouve son origine dans le provençal cannebé, qui veut dire chanvre. Oui, chanvre, vous avez bien entendu. Non, ce n'était pas la rue des drogués ou des fumeurs de pétards. C'était l'endroit où les cordeliers entreposaient et séchaient les matières pour fabriquer les cordages et notamment le chanvre. Au début, le nom s'écrit bien avec un seul N, comme son origine provençale. Mais ensuite, son orthographe se transforme et prend deux N pour reprendre une origine latine, cannabis. Ce n'est seulement qu'en 1927 que le nom reprend son origine et retrouve son N unique. Aux quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa Faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du Midi, il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre Canebière. Et partout, elle est populaire, notre Canebière. La Canebière donc. Cette avenue mythique qui a connu, ou presque, toute l'histoire de Marseille. Elle a été construite au milieu du XVIIe siècle, lorsque Louis XIV ordonne l'agrandissement de la ville. Elle mesurait alors 11 mètres de large, ce qui, vous l'avouerez, est déjà pas mal. Elle part du cours Saint-Louis jusqu'à l'arsenal des Galères, près du Vieux-Port. En 1785, cet arsenal est désaffecté et la Canebière est donc prolongée jusqu'au port. En 1857, l'avenue est agrandie, ou plutôt élargie. Elle fera désormais 30 mètres de large. Enfin, en 1928, la Canebière se prolonge jusqu'à l'église des Réformés et devient donc la Canebière que l'on connaît aujourd'hui. Il aura fallu 3 siècles pour créer cette fameuse Canebière. Si l'histoire même de cette avenue est déjà historique, il faut également s'intéresser aux bâtiments qui l'ornent. Chacun d'eux est aussi porté d'histoire, témoin de la construction de Marseille, témoin de la vie marseillaise. Dans cet épisode, je m'attacherai surtout à 3 bâtiments, l'hôtel du Louvre et de la Paix, le Grand Hôtel Noailles et les Nouvelles Galeries. Commençons donc par l'hôtel du Louvre et de la Paix. Comme son nom l'indique, il s'agissait au départ, je vous le donne en mille, d'un hôtel. Inauguré le 29 février 1896 et construit par Charles Pau. Il était composé de 179 chambres. En 1941, il est réquisitionné par la marine. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, il est habité un temps par les Allemands. Il est ensuite, à la Libération, récupéré par la Marine nationale qui l'occupera jusqu'en 1977. Sa relation avec ce corps militaire lui donne le nom, bien sûr, d'hôtel de la Marine. Il est aujourd'hui le local du magasin C&A. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment, ce sont les sculptures qui l'ornementent. Elles ont toutes été réalisées par Hippolyte Ferrat. Sur la devanture, on peut voir 4 cariatides. Une cariatide est une statue ou sculpture représentant une femme qui généralement semble porter un balcon ou un porche. Et lorsque les statues représentent un homme, il s'agit alors d'un Atlante. Ces 4 cariatides de l'hôtel du Louvre et de la Paix ont une symbolique particulière. En effet, chacune d'elles représente un continent. Un poisson ailé pour l'Europe, un éléphant pour l'Asie, un dromadaire pour l'Afrique et un sphinx pour l'Amérique. Le sculpteur a également réalisé les ornements de l'horloge au sommet de l'immeuble. Certains éléments de cet établissement sont classés monuments historiques depuis le 8 juin 1982, notamment la façade bien sûr, l'escalier avec sa rampe, le mess des officiers et la salle des conférences.
Voilà pour l'hôtel du Louvre et de la Paix que vous pouvez apercevoir presque au milieu de la Canebière. Intéressons-nous maintenant sur le même côté de l'avenue, à ce bâtiment qui abrite des commerces et une caserne de pompiers. C'est le bâtiment qui a remplacé les nouvelles galeries. Vous m'excuserez, dans le menu, j'ai parlé d'abord du Grand Hôtel Noailles. Je vais inverser un peu les choses et parler d'abord des nouvelles galeries. Le 28 octobre 1938, ici même, ont brûlé les nouvelles galeries. Cet incendie sera la cause de 73 morts. Cet établissement était installé sur la Canebière depuis le début du XXe siècle. Ces nouvelles galeries étaient situées en face du Grand Hôtel et de l'Hôtel Noailles, dont je parlerai tout à l'heure, où logeaient souvent de nombreuses personnalités. Le magasin, pour séduire sa clientèle aisée, avait une déco à l'ancienne avec parquet ciré, tentures et tapis, ce qui favorisa la propagation du feu. L'événement attire, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, tous les badauds et passants qui s'agglutinent sur la Canebière afin d'assister au spectacle. Cette foule ne facilite pas le travail des pompiers, qui semblent mal organisés. Ils ne disposent de pas assez de lances, dont la pression de l'eau a déjà du mal à atteindre les étages. Leurs échelles sont elles aussi trop courtes pour atteindre la hauteur du bâtiment. Enfin, les prises de tuyaux ne se raccordent pas aux prises incendie. Bref, c'est la panique, le Mistral rendant le feu incontrôlable. Comble de malheur, se déroulait ce jour-là à Marseille le 35e congrès du Parti républicain, radical et radical-socialiste. Ainsi, Édouard Daladier, président du Conseil, Édouard Herriot, président de l'Assemblée générale et maire de Lyon, et Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, assistent impuissants au drame. Édouard Herriot réquisitionne tout de même les pompiers de Lyon, avec les pompiers de Toulon, Arles, Berre, Miramas et Tarascon. Ils luttent toute la nuit pour éteindre l'incendie. Mais le bilan est très lourd, 73 morts et disparus, et des dizaines de blessés. Suite à cet incident, l'année suivante, le gouvernement destitue Henri Tasso, le maire de Marseille, place la ville sous tutelle, et elle sera dotée d'une administration extraordinaire. Ensuite, il crée les marins-pompiers de Marseille, après avoir destitué les sapeurs-pompiers de la cité phocéenne. Ce bataillon de marins-pompiers de Marseille est le seul corps des pompiers, avec celui de Paris, à être militaire en France. Une caserne a d'ailleurs été installée dans le nouveau bâtiment qui a remplacé les nouvelles galeries. Nous allons maintenant aborder les deux hôtels qui faisaient face aux nouvelles galeries, le Grand Hôtel et le Noailles. On peut en parler séparément, mais les deux bâtiments seront réunis en 1956 pour ne former qu'un seul et même hôtel, comptabilisant plus de 300 chambres. Les deux établissements ouvrent quasiment en même temps et côte à côte, en 1863 pour le Grand Hôtel et en 1865 pour le Noailles. Ils sont tous les deux construits sur une partie de l'hôtel particulier de Jean-Baptiste Chabert qu'il avait bâti en 1679. Cette demeure était avant louée à des lieutenants de galère. De nombreuses célébrités logèrent dans ces deux hôtels réputés, tels que Gandhi ou encore Albert Londres. Mais c'est aussi ici que Charles Wagner apprend le décès de son épouse le 26 janvier 1866. On y compte également Maupassant, Colette et le général Joffre, par exemple. Ces deux hôtels ont d'ailleurs très bonne réputation. Toutes les chambres sont équipées des derniers conforts. Le restaurant Louis XIV était le plus renommé de la ville. Le Grand Hôtel possédait même un cabaret et Charles Trenet y fit ses débuts. Le Grand Hôtel ferme malheureusement dans les années 1960 et reste à l'abandon jusqu'au début des années 2000. Il est alors transformé en commissariat central de police. Le Noailles, quant à lui, est racheté par une banque en 1935, la Société Générale. Mais l'hôtel reste ouvert jusqu'en 1979. Voilà pour ces deux hôtels d'une beauté époustouflante dont on peut toujours voir les frontons lorsque l'on passe sur la Canebière. N'hésitez pas à lever la tête, sinon vous le raterez. Et c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode qui portait sur une partie de la Canebière. Cette avenue a tellement à raconter que d'autres épisodes suivront certainement.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Massalia, etc. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.